L'atmosphère était lugubre, imprégnée d'un froid mordant en ce jour de novembre 1991, sur le plateau désolé du film IP5, perdu au milieu d'une forêt hostile, où un vieil homme à bout de souffle s'apprêtait à livrer son ultime performance. Était-ce une cruelle ironie du destin ou bien l'aboutissement d'une prophétie funeste écrite bien avant ce jour fatidique? Le script d'une prémonition glaçante exigeait que son personnage s'effondre victime d'un arrêt cardiaque au pied d'un arbre solitaire, fusionnant ainsi l'art et la mort. À peine quelques jours plus tard, la fiction a fracassé la barrière de la réalité avec une violence inouïe, transformant le cinéma en tragédie pure. En cette année 2026, nous rouvrons le dossier brûlant d'une légende sacrée qui a emporté dans sa tombe des vérités trop lourdes pour être partagées de son vivant. Yves Montand. Ce patronyme résonne encore aujourd'hui comme un monument indéboulonnable du patrimoine culturel tricolore, une statue de commandeur intouchable. Il incarnait la réussite absolue, la mélancolie des feuilles mortes et une virilité protectrice qui rassurait les foules. Aux yeux du globe, il possédait l'univers entier. La gloire éternelle, une fortune colossale et l'admiration éperdue des femmes les plus convoitées de la terre semblaient être son quotidien immuable. Pourtant, derrière les lourds rideaux de velours rouge, loin des lumières aveuglantes de l'Olympia qui brûlaient la rétine, se terrait un homme dévoré par des angoisses abyssales que son public adoré ne pouvait même pas imaginer. L'adage prétend que les légendes sont immortelles, mais la vérité est qu'elles saignent abondamment. Et Yves a dissimulé ses hémorragies internes pendant des décennies de silence. 3 jours seulement avant que son cœur ne rende les armes dans la froideur clinique d'une chambre d'hôpital, ce géant du cinéma a finalement fissuré son armure. Son esprit tourmenté s'est focalisé sur 3 fantômes, 3 entités spécifiques auxquelles il a refusé d'accorder la moindre absolution jusqu'à son dernier souffle. Qui sont les coupables ayant volé son innocence, le contraignant à devenir un adulte alors qu'il n'était qu'un enfant? Quelle est cette tentation vénéneuse qui a pulvérisé le seul amour authentique de son existence, laissant des cicatrices indélébiles? Et par-dessus tout, quelle force malveillante a osé profaner son repos éternel, allant jusqu'à violer l'intimité de son cercueil des années après ses obsèques? Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour lire entre les lignes de sa biographie et exhumer des réalités qui dérangent profondément le mythe. Mais avant de pointer du doigt ceux qui ont transformé sa fin de vie en calvaire, il est impératif de remonter à la source volcanique de sa colère. Son adversaire originel n'était pas un être de chair et de sang, mais un traumatisme historique, une mémoire violente gravée au fer rouge par un certain Benito Mussolini. Pour saisir cette rage de vaincre qui incendiait le regard d'Yves Montand, il faut oublier l'image du séducteur en smoking impeccable. Il est nécessaire de plonger dans les yeux écarquillés d'un petit garçon terrorisé qui répondait alors au nom d'Ivo Levi. Ce premier ennemi était sans visage humain. C'était une idéologie barbare qui a arraché sa famille à ses racines toscanes, les forçant à l'exil. Le fascisme italien, avec sa brutalité aveugle, a contraint le clan Levi à fuir précipitamment vers l'inconnu, vers la France. Ils ont tout abandonné pour échouer dans la misère crasseuse des quartiers populaires de Marseille, passant de la lumière d'Italie à la grisaille des docks. C'est dans ces ruelles que le petit Ivo a pris de plein fouet la cruauté de l'existence. Il n'était pas encore une vedette, loin de là. Il n'était qu'un macaroni, un fils d'immigrés traité avec dédain et mépris dans les cours de récréation, où la xénophobie était ordinaire. Pour lui, la pauvreté n'était pas un concept. C'était une prédatrice vorace, une compagne de tous les instants qui lui tordait les entrailles et dictait sa survie. Le système l'a éjecté de l'école à l'âge de 11 ans, non pas par volonté, mais par l'urgence absolue de ramener quelques sous à la maison. Il s'est usé la santé à l'usine et sur les quais le visage maculé de suie, les mains d'enfant déformées par le labeur. C'est dans cette boue qu'il a fait le serment solennel que l'univers entier scanderait un jour son nom. Il gardera une rancune tenace, ne pardonnant jamais à cette misère noire de lui avoir confisqué la douceur de l'enfance. Ce patronyme de légende, il l'a sculpté dans la matière la plus noble qui soit l'amour maternel inconditionnel.
Sa mère Giuseppina mélangeait les dialectes, créant un pont entre l'Italie et la France, lorsqu'elle le sommait de rentrer à l'appartement familial. Elle hurlait depuis la fenêtre « Ivo monta, Ivo monta !» Et cette injonction répétée inlassablement dans le vacarme de Marseille est devenue son bouclier contre le monde. Ce jour-là, le petit Ivo Livi s'est effacé pour laisser émerger le grand Yves Montand. Un nom de scène taillé comme une pierre précieuse conçu pour étinceler et pour effacer à jamais la trace de l'enfant pauvre qu'il avait été. À force de génie et de présence, il a mis Paris à ses pieds. Il s'est hissé au rang de prince incontesté du Music Hall, devenant l'amant idéal que l'Hexagone attendait fiévreusement. Il croyait avoir remporté la partie, il se pensait invulnérable, mais le destin est un dramaturge sadique qui réserve toujours un dernier acte sanglant. Alors qu'Yves pensait avoir définitivement semé ses vieux démons dans le port de Marseille, un nouvel adversaire l'attendait patiemment de l'autre côté de l'Atlantique. Une tentation dorée, une Vénus aux cheveux platines qui allait le pousser à commettre l'irréparable et à piétiner le cœur de la seule femme qu'il ait jamais aimée sans condition. Le calendrier affiche 1960 et Yves Montand trône sur le toit du monde intouchable. Hollywood, la machine à fabriquer des mirages, lui ouvre ses portes en grand. C'est la consécration suprême, la revanche ultime du petit immigré italien sur son passé. Mais la lumière californienne est traître. Elle est faite pour brûler les ailes de ceux qui s'en approchent de trop près, autant qu'elle les illumine. C'est précisément là, sur le plateau maudit du film Le Milliardaire, qu'il a croisé la route de son deuxième ennemi, qui ne lui voulait pourtant aucun mal conscient. Au contraire, elle était le désir incarné. Marilyn Monroe, la femme la plus fantasmée de la galaxie, une icône de solitude autant que de beauté. Lui était le charmeur européen par excellence. Le scénario de leur chute commune était écrit d'avance et ils ont plongé tête baissée. Une passion foudroyante, aussi brève qu'un éclair, mais dont l'impact dévastateur allait laisser un champ de ruines derrière elle. Tandis que la presse à scandale international faisait ses choux gras de cette liaison torride à l'autre bout du monde, ici dans la grisaille parisienne, une âme se consumait lentement dans l'ombre. Simone Signoret. Cette tour de force, ce roc inébranlable sur lequel il s'était construit, encaissait le coup, sans un mot refusant de s'abaisser à l'hystérie des scènes de ménage ordinaires. Elle a traversé cet ouragan médiatique avec une noblesse d'âme et une tête haute qui imposait le silence et l'admiration de tous ceux qui la croisaient. Pourtant, au tréfonds de son être, la porcelaine s'était fêlée irrémédiablement, et la France entière a assisté impuissante au vieillissement accéléré de son idole. Ses traits se sont creusés, sa beauté mythique s'est effacée, comme pour mieux cracher son mépris à ce monde d'apparence qui lui avait dérobé l'homme de sa vie. Elle a trouvé refuge dans les volutes de fumée et les vers qui s'enchaînent, tentant de diluer son immense tristesse, dans un mutisme qui hurlait sa douleur. Yves a fini par regagner le bercail, fidèle au chevet de sa compagne, jusqu'à son dernier soupir, mais au fond de son regard, la lucidité était terrible. Il avait conscience d'avoir troqué un trésor inestimable contre une simple étincelle de pacotille, une erreur de jugement qu'il allait traîner comme un boulet pour le reste de ses jours. Une haine viscérale a grandi en lui contre cette machine infernale qu'est le 7e art, ce monstre qui dévore les amours sincères en vous faisant miroiter une impunité totale sous les projecteurs. Lorsque Simone a tiré sa révérence en 1985, elle a abandonné Yves à sa vaste solitude dans leur hôtel particulier d'Auteuil, désormais peuplé uniquement de ses regrets. Il s'imaginait naïvement avoir déjà réglé sa dette envers le destin en payant le prix fort de son chagrin. Persuadé qu'après le deuil de son âme sœur, la vie lui accorderait une fin de parcours sereine, il se leurrait totalement sur la nature impitoyable de l'existence. Car tapi dans la pénombre, une machination bien plus sordide affûtait ses armes pour le frapper de nouveau. Des rapaces tournaient déjà autour du vieux lion fatigué, préparant une offensive juridique conçue pour le harceler bien au-delà de la tombe. Ce qui se profilait à l'horizon dépassait le simple tapage médiatique habituel. C'était une véritable profanation de sa mémoire qui se préparait.
Le crépuscule de sa vie ne fut pas baigné de douceur, mais saturé par le vacarme incessant des procédures des huissiers et des hommes de loi. Une certaine Anne Drossart surgissait du néant clamant, à qui voulait l'entendre, qu'elle était le fruit oublié de ses entrailles. Elle exigeait un patronyme, une filiation officielle et une part du gâteau, ce qu'Yves percevait non comme une démarche légitime, mais comme un affront suprême à son histoire. Il se sentait gibier traqué, voyant dans cette attaque non pas une soif de vérité, mais la voracité vulgaire d'une époque qui a perdu le sens du sacré. On le sommait de livrer sa biologie, son code génétique, comme on le ferait pour un délinquant de droit commun ou une curiosité de foire que l'on veut l'examiner. Tant que son cœur battait encore, Yves a opposé un refus obstiné et catégorique à tout prélèvement d'ADN. Il a rugi son refus avec la dernière énergie qui lui restait, s'accrochant désespérément à ce qui lui restait de fierté et de dignité. Son unique souhait était de quitter ce monde en homme libre, maître de son destin, et non en accusé sur la sellette devant l'opinion publique. Il s'est éteint avec l'illusion d'avoir emporté sa vérité dans la tombe, méconnaissant la brutalité sans limite de la justice moderne qui allait commettre l'irréparable. En 1998, 7 longues années après ses adieux, l'abomination a eu lieu dans l'enceinte sacrée du cimetière du Père-Lachaise. Sous le coup d'une décision de justice implacable dans la torpeur glaciale d'une nuit noire, on est venu violer le repos éternel de l'icône nationale. La terre a été retournée le caveau forcé et l'on a extrait la dépouille d'Yves Montand. Essayez seulement d'imaginer la violence inouïe de cette scène. Le grand Montand, celui qui avait fait vibrer les foules de Broadway à Moscou, se retrouvait soudain réduit à un échantillon sur la paillasse froide d'un laboratoire scientifique. Telle était la facture exorbitante de la gloire, une malédiction qui vous prive de répit et d'intimité, même par-delà le trépas. Le comble de l'ironie tragique, c'est que la science a fini par disculper le cadavre. Il n'était pas le père rendant cette profanation totalement vaine et grotesque. La majesté du silence de la mort avait été souillée par le tapage inutile et stérile des vivants qui réclamaient en leur part. Mais rembobinons le film pour revenir quelques instants avant ce tumulte posthume indigne. Retrouvons-nous dans cette atmosphère ouatée et glaciale de la forêt du tournage d'IP5, là où Yves, sentant sans doute l'ombre de la faucheuse, avait atteint une certaine sérénité. C'est dans ce décor entre deux claps, le souffle court, qu'il a délivré son testament spirituel, une énigme que nous avons mis des années à véritablement comprendre. Plongeons une ultime fois dans ce bois gelé de novembre 1991, théâtre de ses derniers instants d'artiste. Yves Montand venait tout juste de mettre en boîte la séquence de son propre trépas pour les besoins du scénario. Le visage marqué par une lassitude qui n'avait rien d'un artifice de maquillage, il a fixé le réalisateur pour lui glisser ces mots d'une lucidité effrayante. « Je suis en train de vivre la mort de mon personnage. » 3 jours plus tard, ce cœur passionné qui avait battu la chamade pour les luttes ouvrières, le grand écran et les plus belles femmes du monde a cessé sa course folle. À cet instant fatal, la liste de ses détracteurs et de ses adversaires s'est évaporée dans l'insignifiance la plus totale. Les fantômes du fascisme qu'il avait combattu et le souvenir vaporeux de Marilyn n'étaient en plus que des échos lointains et inoffensifs. Les menaces de procès et les revendications biologiques n'étaient en plus que du bruit de fond. Montand a imposé le silence définitif non par un cri, mais par son absence. Il a eu l'élégance suprême de quitter la scène avant que les bravos ne sonnent faux ou que la lumière ne décline. Il nous lègue une leçon d'une violence inouïe. La célébrité est un habit de lumière bien trop pesant pour les épaules d'un simple mortel. Elle vous offre le monde sur un plateau, mais réclame votre âme en guise de paiement, vous élevant au rang de divinité avant que la solitude glacée de la vieillesse ne vous rappelle cruellement votre condition éphémère. On peut seulement espérer qu'au moment de clore ses paupières pour la dernière fois, le visage de ses ennemis n'était pas la dernière image qu'il emportait avec lui. Peut-être que dans cet ultime soupir, il a finalement vu se dessiner les traits apaisants de Simone, qui l'attendait dans la pénombre, prête à lui offrir cette absolution qu'il a cherchée toute sa vie.
Car au bout du compte, la fresque d'Yves Montand ne se résume pas aux paillettes d'une star de cinéma, c'est avant tout le roman tragique d'un homme complexe et tourmenté. Un homme qui a passé son existence entière à courir pour semer ses propres démons et qui n'a trouvé la véritable sérénité qu'en quittant la lumière aveuglante des projecteurs pour le calme du silence éternel. C'était bien plus que le destin d'une icône française, c'était l'écho d'un silence assourdissant qui en disait long sur les blessures de l'âme. Merci infiniment d'avoir retracé ce destin hors norme à nos côtés. Si ce voyage dans l'intimité d'un monstre sacré vous a touché, rejoignez notre cercle de passionnés pour d'autres récits bouleversants. Les coulisses de la gloire regorgent encore de mystères. D'autres légendes s'apprêtent à sortir de l'ombre pour briser la glace et révéler des vérités longtemps étouffées. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'interdit, juste avant que les feux de la rampe ne s'éteignent définitivement.